Bienvenue à nouveau sur votrecoff.com. L'émission, c'est l'autre vue. Chers internautes, nous recevons une fois de plus Monsieur Yves Bissouri Mbadou. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Merci une fois de plus d'accepter notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être toujours là. Avec vous, Monsieur Mbadou, on va passer un petit peu en revue le système éducatif gabonais. La première question que vous avez posée, c'est de savoir quel est le bilan que vous pourrez dresser entre les années 80 et à nos jours, des années 80 à nos jours, s'agissant donc de l'école gabonaise. Merci madame. Nous abordons là un problème crucial qui concerne l'éducation dans notre pays. J'ai toujours coutume de dire, de citer les Anglais qui disent que education is the key. L'éducation, c'est la clé. C'est celle-là qui ouvre la société, qui ouvre les administrations, qui ouvre tous les secteurs possibles de notre vie en société. C'est la clé, c'est la base de tout. Donc aujourd'hui, faire le bilan de notre système éducatif, de l'éducation, n'est pas chose aisée par rapport à tout ce que nous voyons. Par rapport à tout ce que nous voyons. Le bilan, en un mot, je le trouve catastrophique. N'ayons pas peur des mots. Le bilan, je le trouve catastrophique. Si on pouvait faire des sondages auprès des Gabonais pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de l'école gabonaise, je pense que l'écrasante majorité vont quand même nous dire qu'ils ne sont pas tout à fait satisfaits. Dans les années 80, il y avait ce qu'on appelle l'école de la rigueur. L'école qui formait des intellectuels. Aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression que nous avons plutôt affaire à une école qui forme des diplômés. Qui forme des diplômés. Et ça, c'est inquiétant. Parce que si l'école faillit, c'est le système judiciaire qui faillit. Si l'école faillit, c'est le système de santé qui faillit. Si l'école faillit, c'est l'administration générale, les ministères et tout le reste qui vont faillir. Les dossiers ne pourront pas être traités avec professionnalisme tel qu'on l'a vu. Voir un président de la République qui parle de la fonction publique constater que les dossiers sont à même. Ce n'est qu'un des multiples exemples qu'on peut citer dans le comportement que nous avons au niveau des administrations. Mais la cause revient au niveau de l'école. Lorsqu'on a été bien formé, lorsque l'école a joué son rôle, eh bien, on ne peut pas assister à ce genre de désagrément. L'école est faite pour transmettre des valeurs, et les vraies. Et les vraies. Le bilan qu'on peut faire à chaud, il peut être très long. On en parlera pendant une semaine, mais pour être concis, il y a le fait que nous constatons une école en perte de vitesse et de valeur. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a le BPC, je le disais dans nos échanges, l'enfant qui a le BPC, l'enfant qui a le bac, l'enfant qui a un master 2 et qui a même le doctorat est incapable d'écrire correctement le français. Je parlais du forofifon, n'est-ce pas? Du français du vieux tirailleur sénégalais, du genre moi, il y en a mangé le pain. Avec ce genre de défaillance-là, quelle école avons-nous? Nous remarquons que les enfants ne redoublent plus. Les enfants ne sont plus exclus. Parce que si nous excluons les enfants par défaut de moyenne, j'ai discuté avec un des directeurs au niveau du ministère de l'enseignement technique. Malheureusement, il est décédé, paix à son âme. Il m'a dit, mais l'école que nous avons fait, vous et moi, ne peut plus être la même école aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? C'est toute la question. Qu'est-ce qui change? Quand je regarde les programmes, ce sont les mêmes programmes. Et dans ce pays, il y a eu autant d'Omar Bongo Ondimba, pas moins de 2 états généraux de l'éducation nationale. C'est-à-dire que les sommités de l'éducation nationale se sont retrouvés. Les acteurs de l'éducation nationale se sont retrouvés pour penser l'école gabonaise. Qu'est-ce qu'on a fait de ces résolutions-là? Rien du tout. Les amis, dans les tiroirs
ou peut-être à l'instar des dossiers que nous avons vus à la fonction publique, c'est peut-être même mangé par les termites ou par les rats et autres bestioles. Mais l'école gabonaise a été pensée. Pourquoi on a convoqué les États généraux de l'éducation nationale? C'est qu'on a constaté que ça n'allait pas. Aujourd'hui, nous sommes scandalisés de voir, comme je le disais tantôt, que l'enfant qui a son BPC, qui a son bac, qui a son master, qui a même le doctorat, ne peut pas raisonner, ne peut pas bien s'exprimer en français. Pourquoi? Parce que la formation n'est pas adéquate. La formation des élèves ou des enseignants? La formation, les deux. Il y a des enseignants incompétents. Il y a des enseignants incompétents. Pourquoi les laisser poursuivre leur cursus? Il faut continuer à les former. D'accord. Lorsqu'on est enseignant, on n'est pas Dieu. Il faut continuer à les former, à les encadrer par des séminaires de formation, d'approfondissement des connaissances. Ces séminaires-là de perfectionnement, il n'y en a pratiquement pas. L'enseignant a besoin d'être formé davantage. Dans la maison qu'on appelle l'éducation, on n'a jamais cessé d'apprendre. Il faut qu'on aille vers la performance de ces enseignants-là. Bien, il faut le renforcement donc des capacités au niveau de l'enseignement. Et ce n'est pas une fois, deux fois ou par à coup qu'il faut le faire. Il faut viser des enseignants performants. Sur ce plan-là, je suis désolé, les autorités n'en font pas plus, n'en font pas beaucoup. Au niveau des enfants, c'est un encouragement à la paresse. Parce que, au lieu de faire face, au lieu de lire les recommandations, de mettre en pratique les recommandations des États généraux de l'éducation nationale, on nous a mis en place d'autres normes pédagogiques, d'autres systèmes pédagogiques. Le premier système, c'est l'APO, l'approche par les objectifs. Les Canadiens nous ont amené ce système-là avec les Français. Bon, c'est l'approche par les objectifs. Et quelque temps après, non, ce n'est plus l'approche par l'objectif, c'est maintenant l'approche par les compétences de base, l'APC. Soyons sérieux. Lorsque nous devons appliquer dans notre système éducatif les données, les réflexions, les systèmes pédagogiques venus d'ailleurs, est-ce que ça tient compte de nos réalités dans les salles de classe? Question. Chez eux, la classe pédagogique est de 35 élèves. Et en même temps, est-ce qu'il y a des rudiments qui sont apportés aux enseignants pour s'arrimer à ces nouvelles méthodes pédagogiques, comme vous le disiez tout à l'heure? Il n'y a pas cette formation. Aujourd'hui, nous sommes dans la grille d'évaluation. Ils ont critérié l'évaluation. C'est-à-dire qu'avant, pour lutter théoriquement contre l'échec scolaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut des éléments d'appréciation dans la réponse donnée par l'élève. Je m'explique. L'enfant écrit 3 plus 2 égale 6. Dès lors qu'il a bien posé l'opération, je ne donne pas 0. Je ne donne pas 0. À notre époque, c'est 0. Ça, ce n'est plus ça. Sur le plan littéraire, des matières littéraires, lorsque l'enfant raisonne, lorsque l'enfant donne une réponse, cette réponse-là est fausse. Mais il faut voir les critères d'évaluation. Est-ce que dans cette réponse-là, malgré que la réponse finale est fausse, est-ce que dans ce cheminement-là vers la réponse, l'enfant a utilisé un jargon, des mots qui sont quand même relatifs à la question posée, même s'il n'a pas répondu correctement. Ce sont ce qu'on a appelé en pédagogie des situations observables. Donc, si l'enfant a quand même écrit des mots en relation avec la question posée, je ne donne pas 0, même si la réponse est fausse. Je ne donne pas 0. Et dans la grille, on te dit, c'est entre par exemple 0,5 et 2. Donc, déjà au niveau de la grille imposée par le ministère, l'enseignant est conditionné. L'enseignant est conditionné. Il arrive que le plus, passez-moi l'expression, le plus con qui n'a pas répondu à toutes les questions, puisse se retrouver au moins 4 sur 20 au lieu de 0. En faisant comme ça, est-ce que
nous faisons progresser l'éducation nationale. Les autorités nous disent qu'on doit lutter contre l'échec scolaire et contre le taux de redoublement. Il nous faut aller vers le taux de réussite. Parce qu'avant, le problème se posait en termes de niveau des enfants. Est-ce que l'enfant a le niveau? Est-ce que l'enfant a le niveau? Et c'est la substance des états généraux de l'éducation nationale qui se sont tenus dans ce pays-là. Comment faire pour relever le niveau des enfants? Alors, ça a été contourné par les systèmes pédagogiques que je venais d'évoquer tantôt. Et plus grave encore, les élèves n'y parviennent toujours pas. Il y a des redoublements. Quand vous faites les conseils de classe de fin d'année, vous savez combien d'élèves redoublent. Le lendemain, vous les retrouvez tous ou presque en classe supérieure. En classe supérieure, c'est un affront envers l'éducation. L'éducation, ce n'est pas cela. L'éducation, ce n'est pas cela. J'ai toujours été scandalisé de voir, c'est le privé qui avait commencé ce système-là. 100%. L'entrée en sixième, 100%. 100%. C'était pour des raisons essentiellement mercantilistes. Là-bas, l'école fait 100%, donc moi, parent d'élève, je vais aller inscrire mon enfant là-bas. Et c'est payant. Mais les 100%, on les retrouve à l'éducation nationale. Donc, on ne tient pas compte du fait que nos enfants n'ont pas de niveau. On ne veut plus poser le problème en ces termes-là. Des enfants qui ont fait le français, qui étudient le français depuis le pré-primaire jusqu'au niveau du doctorat, ils ne peuvent pas écrire correctement le français. C'est un problème. Et lorsque l'enfant ne doit pas redoubler, il faut qu'il passe en classe supérieure. S'il est redoublé, l'autorité administrative, c'est-à-dire le proviseur et le conseil le conseil de classe de fin d'année, qui est souverain normalement. Sur le plan pédagogique, le conseil est souverain. Mais le lendemain, on a les résultats de ceux qui redoublent. L'année prochaine, vous les retrouvez en classe supérieure. C'est tout ça qui contribue au fait que, jusqu'au niveau du doctorat, eh bien, on a, comme je le disais, les Français du vieux tirailleur sénégalais, Forofi Fonasra. Ceux-là qui n'ont pas connu la rigueur de l'école, parce qu'on ne peut pas éduquer sans un minimum de rigueur. Est-ce qu'ils peuvent être des cadres solides pour notre pays? Faisons un peu le sondage dans ce pays-là. Demandons aux Gabonais s'ils croient en leur justice. Est-ce qu'ils croient en leur justice? Un sondage sérieux. Est-ce qu'ils croient en leur justice? 1. 2. Est-ce qu'ils croient en leur système de santé? Il y a encore des évacuations sanitaires. Nous avons des agrégés. Nous avons des docteurs, madame. Mais pourquoi doit-on, pour ceux qui ont les moyens, pourquoi doivent-ils aller se faire soigner ou opérer au Maroc ou en Afrique du Sud? Pourquoi? Pourquoi pas au Gabon? Pourquoi ça ne se fait pas chez nous? Pire encore, dernièrement, pour le problème d'eau, eh bien, il y a eu l'apparition du chef de l'État. Vous avez suivi quand il dit qu'on lui a conseillé, les ingénieurs lui ont conseillé d'attendre la poussée d'Archimède pour qu'on ait l'eau dans le quartier. Seigneur Jésus. À quoi servent alors les châteaux d'eau s'il faut attendre la poussée d'Archimède? Vous voyez jusqu'à quel point l'école nous montre cette défaillance. C'est grave. Alors, M. Madou, vous avez parlé du manque de discipline et de rigueur en ce qui concerne le système éducatif au bénéfice des diplômes. Finalement, je vais prendre un exemple assez pratique. Un élève triple la classe, mais à chaque année avec le même enseignant. Selon vous, où se situe le problème? L'élève ne doit pas tripler la classe, madame. On a accepté que l'élève ne puisse pas être renvoyé de l'école. J'ai discuté avec certains responsables du ministère qui m'ont dit, mais ces enfants-là, ces Gabonais-là, si on les exclut, si on les sort du système éducatif, ils deviennent quoi? On les met où? Eh bien, l'État doit prendre les taureaux par les cornes. Tout le monde n'est pas appelé à avoir le doctorat. C'est quoi ce délire? Il y en a naturellement qui ne peuvent pas. Donc, une fois que tu as fait 2 fois la même classe,
La troisième fois, ce n'est pas possible. On te met en apprentissage. C'est un gisement important qui est là. On t'apprend, il faut repenser les centres de formation professionnelle. Il y a trop de théories. L'enfant n'a pas besoin de ça. S'il a échoué dans le système normal, en l'orientant vers le centre de formation professionnelle, c'est pour qu'il puisse encore remplir les cahiers par des tonnes et de tonnes d'un verbiage insipide. Non, vous définissez la norme ou la notion, vous mettez l'enfant dans la pratique, vous l'apprenez comment il faut réparer l'ordinateur, le congélateur, le split, le smartphone et tout le reste, comment il faut fabriquer une chaise, la menuiserie, la soudure, tout ce qu'il y a comme petit métier pour s'en sortir. Et si nous occupons nos enfants dans ce domaine-là, ils seront tellement satisfaits d'être utiles à la société, de donner un sens à leur vie. Ça va même diminuer la délinquance. Par la suite, ils pourront se mettre même à leur propre compte. Ils vont ouvrir des ateliers de maintenance de ceci et de cela. Surtout qu'on parle d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Puisqu'on nous dit, la fonction publique, il n'y a plus de place. Mais cette jeunesse-là doit être formée. Il faut repenser la formation professionnelle de ces enfants. Il faut qu'en 6 mois, pour certains métiers, que l'enfant puisse être opérationnel. Que l'enfant puisse déjà s'auto-employer. Ouvrir son atelier de réparation de téléphone, de maintenance, de électronique ou informatique, ou de menuiserie. Or, tous ces secteurs-là de ces métiers-là sont occupés par les expatriés. La grande majorité, l'écrasante majorité, sort des pays francophones. Mais quel français ils parlent? Quel français ils parlent? Ça ne les empêche pas d'être compétents. Ça ne les empêche pas de faire ces travaux-là. Donc, il nous faut sortir de cette logique que je qualifierais de coloniale, où nous devons faire de longues études pour réussir sa vie. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Il y a un gisement qui est là pour récupérer notre jeunesse qui se perd parce qu'il s'ennuie, parce qu'il est désespéré. Il veut donner un sens à sa vie. Il veut payer un smartphone qu'il voit avec l'autre. Il veut s'habiller aussi comme les autres. Il veut vivre aussi comme les autres. Et l'État a l'obligation d'encadrer le Gabonais. C'est une obligation constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier la création des centres de formation professionnelle et de pousser la réflexion allant dans le sens que ça ne puisse être ce que nous avons là sur le terrain. Ça va être un enseignement, un encadrement essentiellement pratique. Nous allons beaucoup sauver cette jeunesse-là par ça. Ils seront contents de s'occuper. Ils n'auront même pas le temps d'aller se droguer, d'aller boire le vin. Non, le travail que tu fais finit par te capter par. Tu vas t'enraciner dans ce que tu fais. Surtout lorsque tu fais quelque chose de bien. Il n'y a pas de maintenancier dans nos quartiers. Lorsque un appareil est en panne, qui va te le réparer? C'est déjà bon pour la poubelle. Nous avons des bricoleurs, mais il est temps que nos enfants puissent bien être encadrés pour faire du travail sérieux. Madame, au lycée technique à l'époque, il y avait un proviseur qu'on appelait Nguema Mbumba Janvier. Ouais. Au niveau des ateliers, il a dit aux enseignants, nous allons créer un club. Le club là, on l'appelait le club Giannini. Donc ceux qui faisaient la maçonnerie, la menuiserie, la soudure et tout le reste. Qu'est-ce que ce club-là a fait? Ils ont cherché des marchés, ceux qui veulent construire une maison. Nos enfants ont construit des maisons depuis la fondation, depuis les fondations, jusqu'à la toiture. Les élèves, avec leurs encadreurs, les enseignants qui étaient là, leurs enseignants. C'était beaucoup plus pratique en fait. Mon Dieu! Mais ils ont fait des prouesses, ils ont fait des merveilles. Parce que quand ils viennent te prendre en charge une maison, c'est depuis la fondation jusqu'à l'ameublement.
jusqu'à l'ameublement. Ce sont des petits Gabonais qui l'ont fait. Il a été encouragé par qui? Par personne. Ce club-là est mort comme ça. Alors que c'est ce qu'il faut faire. Vous avez pris un exemple tout à l'heure, celui du proviseur Janvier Nguema-Mbumba, qui avait tout mis en œuvre pour que les enfants soient encadrés, orientés sur le plan pratique. Alors, un phénomène nous revient, M. Madou, dans les salles de classe, les élèves, au primaire comme au secondaire, se plaignent d'un fait. Les enseignants renvoient ces derniers toujours sur Internet. Les cours ne sont plus dispensés comme à votre époque, j'ai envie de dire, où l'enseignant écrivait au tableau, mais l'enfant est envoyé faire des travaux de recherche sur Internet. Est-ce que cette façon de faire également n'est pas pour beaucoup, en ce qui concerne le système éducatif, qu'on estime aujourd'hui un petit peu, passez-moi l'expression, clopin-clopant? Mais bien sûr. Et les raisons sont évidentes. Les raisons sont évidentes. Les autorités, tout le monde, quand ils passent à la télévision, à la faveur des multiples grèves des enseignants, la même phrase revient comme une ritournelle. Les problèmes posés par les enseignants sont légitimes. Les problèmes posés par les enseignants sont légitimes. Ça date de plus de 30 ans. Ça date de plus de 30 ans. Un enseignant à 13 ans, 14 ans, sans son salaire, on lui balance 80 000 francs. Soyons humains à un certain moment. Soyons humains. Soyons humains. Tu as fait l'école, tu as été embauché par l'État, et l'État te balance 80 000 francs par mois. J'ai entendu une dame sur une certaine plateforme dire que mais quelqu'un à qui on donne 80 000 francs, qui était au chômage, mieux vaut ça que rien. Heureusement qu'elle n'est pas enseignante. Heureusement qu'elle n'est pas enseignante. Soyons sérieux. Cet enseignant-là, vous lui demandez quoi? De faire des efforts? Madame, la salle de classe est très difficile. Beaucoup, il n'y a même pas de brasseur d'air. Les enseignants se plaignent des conditions de travail. Il n'y a même pas de brasseurs d'air. Ce sont des classes qui surchauffent, des classes pléthoriques. Beaucoup d'enseignants ont eu des AVC par crise de tension. Et une fois que tu es paralysé, tu es à la merci de tes parents, tu es à la maison, pas de suivi, pas de prise en charge. Vous allez au ministère, on va vous dire, vous avez la CNAMGES. Est-ce que la CNAMGES prend tout ce qu'il y a comme ordonnance aux produits prescrits? Non! Est-ce que le droit est respecté dans ce sens-là? Je suis tombé malade parce que je suis toujours dans des conditions de classe. Je suis en situation de classe. Mais quel genre de classe? Très, très difficile. Prompt à nous rendre malades. Donc l'enseignant qui tombe malade parce qu'il est dans des conditions de travail exécrables, très difficiles, quand il tombe malade, il lui faut une indemnité journalière pour chaque jour d'incapacité. L'enseignant souffre. Et alors que c'est l'enseignant qui doit faire le relais des parents, lorsque le parent a échoué, c'est l'enseignant qui prend en charge cet enfant-là. Ils sont capables de le faire. Mais ils sont démotivés. Ça fait combien d'années que leurs droits sont bafoués? Ce débarras-là, ça ne devait pas avoir, moi j'appelle ça un débarras, ça ne devait pas avoir lieu. Renvoyer les enfants, aller faire les recherches sur Internet, ce n'est pas enseigné. Ce n'est pas enseigné. J'enseigne depuis 30 ans, je n'ai jamais donné un devoir de maison, ni un devoir de recherche. Les recherches, c'est moi qui les fais pour mes élèves. Et ils n'ont pas le temps. Et j'explique, je fais la leçon, je contrôle si c'est compris. Mais pour nos jeunes, ils n'ont plus cette force-là, cette motivation-là. Ils ont trouvé une expression, parce que moi, excusez-moi madame, ils ont trouvé une expression, enseignant précarisé. C'est profond. Je vous écoute.
de dire quelque chose? Alors oui, on parle de démotivation et quand on observe bien, c'est à tous les niveaux de l'échelle. J'ai pas envie de parler des gouvernants, mais quand on regarde des enseignants, vous avez parlé des conditions dans lesquelles ils exercent, le revenu mensuel qui ne répond pas aux attentes, on regarde les difficultés. Les droits qui sont Il y a bafoués les enfants complètement. également qui sont démotivés du fait des réactions certainement des enseignants en classe qui sont parfois réfractaires. Avec tout ça, comment on fait pour s'en sortir, M. Badou? Il faut que l'État vraiment... Il faut que l'État... Il faut que nos autorités remettent l'enseignement dans les priorités des priorités. Vous savez, madame, j'ai assisté à un débat avec certains personnels, certains collègues, eux, ils n'ont pas enseigné, ce sont des médecins. Ils arrivent, oh, vous les enseignants, tout le temps, il n'y a que vous, les grèves, il n'y a que vous qui souffrez, et nous les enseignants, et nous le personnel, les soignants, le personnel de santé, alors, si vous faites la grève, il y a l'année blanche. L'année prochaine, on reprend. Mais lorsque le palu te frappe, s'il n'y a pas de quartaine, direction la morgue. Direction la morgue. Est-ce que nous parlons? Vous êtes les plus importants par rapport à nous. Nous souffrons également, mais tout le temps, il n'y a que vous. Parfois même, on ne pense qu'à vous, et nous, on nous néglige et tout ça là. Entre les enseignants, entre l'éducation et la santé, qu'est-ce qui est primordial? Je dis, oh, mais, cher frère, le débat n'a pas lieu d'être parce que ça fait deux domaines différents déjà. Donc, vous êtes coupable d'une confusion terrible. D'une confusion terrible. Et je vais quand même te répondre. Qui t'a appris le quartem? Tu n'as quand même pas eu ces notions-là. Ces notions-là ne sont pas apparues dans ta tête ex nihilo. Qui te l'a enseigné? Tu as dû être enseigné pour me parler de quartem, pour me parler de, je ne sais pas, de Nivaquine et tout le reste. Qui t'a appris ça? Oh oui, mais c'est moi qui t'ai appris ça en tant qu'enseignant. Que ce soit dans un lycée ou même au CUS, partout. Vous êtes enseigné. Voilà pourquoi l'ex-chancelière allemande, mademoiselle Merkel, quand elle a augmenté l'argent des enseignants, les autres ont voulu bouder. Ils disent, mais enfin, je ne vous comprends pas. Sans enseignant, sans enseignement, vous devez être quoi? Vous pouvez être capable de faire quoi? Il faut que le gouvernement vraiment mette l'enseignement parmi les priorités des priorités. Notre système éducatif est plus que malade. Il agonise. Il agonise. Un enfant bien formé, un enfant qui a été entre les mains d'un enseignant, qui a ses droits reconnus, il sera sérieusement pris en charge. On va parce que l'école inculque des valeurs. Cet enfant-là ne va pas facilement aller prendre les stupéfiants. Cet enfant-là n'ira pas facilement dans les bars pour se droguer avec les autres. C'est faux. Un enfant qui travaille bien en classe ne le fera pas. Mais les valeurs-là doivent être inculquées par l'enseignant. Par l'enseignant. Mais quel enseignant prendra cette charge-là, cette responsabilité-là? Un enseignant complètement démotivé. Après 10 ans, 13 ans, pour le même salaire, mais c'est même pas recommandable. Vous payez le même salaire à votre personnel pendant 5 ans, les économistes sont clairs là-dessus, vous démotivez ce personnel-là. Il faut leur ajouter quelque chose, il faut aller vers la motivation. Beaucoup sont décédés avec 80 000 francs. Beaucoup sont malades là, paralysés, sans avoir été titularisés. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale nous a sorti les statistiques de tous ces enseignants-là qui sont tombés malades et qui sont à l'abandon, qui sont donc, comment on va dire, à la merci, c'est pas entre les mains de leurs propres parents.
C'est une responsabilité de l'État. C'est une responsabilité de l'État. Regardez comment l'enseignant part en retraite. C'est triste. Après 30 ans, 40 ans de crève, il part à la retraite, j'allais dire la queue entre les... Mais il faut une noyade d'honneur pour organiser par la tutelle. Honorer ce soldat de la crève. C'est pas facile d'enseigner. Ce n'est pas facile. Facilement, tu deviens fou dans une salle de classe. Pléthorique. Mais, puisqu'il nous faut remplir notre mission, il nous faut former ceux qui vont nous remplacer demain. L'enseignant se donne. L'enseignant se sacrifie. Mais on a l'impression que, pour l'État, bon, il avait besoin de jus de citron, il a pressé le citron, après avoir recueilli le jus, on balance la peau. Et ça, c'est source de démotivation. Monsieur Mbadou, on l'a bien compris, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Le retour aux fondamentaux, c'est ce qu'il faut finalement pour réveiller l'éducation au Gabon. Absolument, il faut repenser l'école, il faut ramener la rigueur à l'école. L'enfant qui redouble ne peut pas tripler. Il doit être pris en charge par l'État pour une formation professionnelle rapide, et afin qu'il puisse être à son propre compte. Ce n'est pas en chassant les expatriés que nous allons dire aux Gabonais, prenez maintenant les petits métiers. Non. L'État a un rôle à jouer. Il doit impulser dans un premier temps, comme il a fait pour les quelques taxis-cab. Il donne un coup de pouce et puis le relais se fait. Le relais se fait toujours avec le contrôle. En matière de formation professionnelle de nos enfants qui se perdent, qui sont vraiment à la merci de la rue, à l'abandon, qui sont dans le désespoir, qui sont dans le découragement, l'État doit jouer son rôle. Il a l'obligation d'ouvrir beaucoup de centres professionnels, comme je l'ai expliqué pour le club Bianini. Il y a les collègues qui sont là pour former pratiquement tous nos enfants. Ça va les occuper. Ça va les occuper. Ils ne vont plus faire la délinquance. L'autre aspect qui va nous permettre l'intégration de ces jeunes-là, toujours dans le domaine scolaire, c'est le sport. Mais c'est le sport, c'est tous les sports. Le football, le handball, tout ce qu'il faut. Il faut impliquer les jeunes là-dedans. Ça va les former, ça va les éduquer, ça va les aider à grandir, avoir une certaine maturité. Mais si on abandonne l'école telle qu'il est là, nous allons droit vers une catastrophe. C'est un volcan en ébullition qui risque de cracher le feu plus tard. Il faut une prise en charge effective par l'État de l'école et donc de ceux qui forment ces enfants-là. Monsieur, c'est à prendre ou à laisser, hein, madame. Il n'y a pas un autre choix. Ce n'est pas en renvoyant ou en faisant semblant de ne pas regarder la vérité en face qu'on trouvera une solution. Merci. Merci à vous, monsieur Yves Bissouri Mbadou. Je rappelle quand même que vous êtes enseignant. Merci d'être passé sur vatricov.com. À très bientôt. À très bientôt, madame. Merci, ce fut un plaisir. Partagez. Merci.